Thanksgiving a toujours été ma fête préférée. Peut-être était-ce l'idée de la famille se réunissant. Ou peut-être simplement la nourriture. Je dois l'admettre. Je n'ai jamais pu résister au gratin de patates douces de ma mère. Mais le Thanksgiving de l'an dernier fut différent. Ce fut le jour où tout a changé pour moi. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surprise, mais je crois que je l'ai toujours vu venir. Je m'appelle Madison Turner. J'avais 34 ans en novembre dernier, mère célibataire d'un fils de 7 ans, Jamie. J'ai toujours été le mouton noir de la famille, du moins selon mon père. La maison de mes parents à Charleston, en Caroline du Sud, était l'image même de la vieille tradition américaine. Un grand porche qui en faisait le tour, de lourds meubles en chêne, et des photos de famille de chaque année depuis 1982 qui tapissaient le couloir. Le genre d'endroit qui sentait toujours la cannelle et le pain à cette période de l'année. C'est peut-être pour ça que j'y retournais sans cesse. Même quand j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Ce Thanksgiving-là, la maison était pleine. Mon frère Lucas et sa femme Olivia étaient venus de Charlotte, amenant avec eux leurs jumeaux. Amelia et Jacques, qui avaient 5 ans et étaient déjà plus doués que n'importe quel adulte que je connaissais pour mettre le désordre. Maman avait passé toute la matinée à s'affairer autour de la table, sortant sa plus belle porcelaine et s'assurant que chacun ait sa place. La cheminée crépitait. L'air était chargé de l'odeur de la dinde rôtie, mais quelque chose clochait. Je l'ai senti dès que je suis entrée. Il y avait des sourires crispés et des regards échangés. Comme si tout le monde attendait que le drame éclate. Nous nous sommes tous assis pour dîner vers 15 heures. Jem portait sa plus belle chemise à col, mais avant même la fin du bénédicité. Il avait déjà réussi à y faire tomber une tache de sauce au canneberge. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il faisait toujours de son mieux, mais il n'était encore qu'un enfant. Je l'ai aidé à s'installer à la petite table pliante sur le côté, puis j'ai pris ma place à côté de maman à la grande table. La conversation était forcée, gênante. Olivia parlait de l'entraînement de football des jumeaux. Lucas se vantait de sa nouvelle promotion à la banque. Papa se contentait de grogner en réponse, le regard fixé sur son assiette. J'ai essayé de me joindre à la conversation, racontant une histoire amusante sur Jem et sa dernière aventure avec le chien d'un voisin, mais personne n'a ri. Maman a juste jeté un regard nerveux à papa. La tension montait à chaque minute qui passait. J'ai essayé de me concentrer sur Jem, le regardant jouer tranquillement avec son camion sous la table. Le faisant rouler d'avant en arrière sur le tapis. Les jumeaux gloussaient à propos d'une blague privée, et Lucas n'arrêtait pas de regarder son téléphone, vérifiant probablement les scores sportifs. Pendant un moment, j'ai réussi à ignorer le malaise, me rappelant que j'avais traversé pire. Je pouvais surmonter ça aussi. Mais c'est alors que c'est arrivé. Mon père a soudainement frappé du poing sur la table, assez fort pour faire cliqueter les couverts et renverser le verre de vin de maman, qui a taché de rouge la nappe blanche. Le silence se fit dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais je suis restée parfaitement immobile. Papa s'est levé et m'a foudroyé du regard. « Tu es une honte, Madison. Mère célibataire. Pourquoi ne peux-tu pas te ressaisir comme tout le monde ?» Sa voix était plus forte que je ne l'avais jamais entendue, résonnant contre les murs. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Les yeux d'Olivia se sont écarquillés, et même Lucas semblait mal à l'aise. Jem a interrompu son jeu, sentant que quelque chose n'allait pas. Et m'a regardé avec ses grands yeux bruns. J'ai senti le sang me monter au visage, mais je me suis forcée à respirer. Ce n'était pas la première fois que papa perdait son sang-froid avec moi. Mais jamais devant tout le monde comme ça. Il a continué, plus fort maintenant, comme s'il voulait que les voisins l'entendent. Nous t'avons tout donné et tu as tout jeté. Tu aurais pu avoir une vie normale, mais tu as choisi ça. Tu nous fais honte à chaque fois que tu passes cette porte. J'ai jeté un regard à maman, espérant son soutien. Mais elle a simplement baissé les yeux sur ses genoux, tordant sa serviette entre ses mains. Personne n'a dit un mot. Lucas a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais l'a refermée. Les yeux fixés sur sa purée de pommes de terre intactes. J'ai pensé à toutes les fois où je les avais aidés. Au paiement secret de leur hypothèque.
Aux chèques anonymes pour les études de droit de Lucas. À la nouvelle voiture dans l'allée de papa, dont il se vantait auprès de ses amis. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Ils pensaient tous que la pension de papa, après ces années à la compagnie d'électricité, payait pour tout. La blessure était vive, mais j'ai réalisé que j'en avais fini de me cacher. Le visage de papa est devenu de plus en plus rouge alors qu'il se penchait vers moi, me pointant d'un doigt tremblant. « Sors d'ici. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Pas avant que tu n'aies remis de l'ordre dans ta vie et que tu arrêtes d'entraîner cette famille dans ta chute. » Je me suis levée, m'efforçant de garder une voix stable. Mes mains tremblaient. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. « D'accord, » ai-je dit doucement. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai regardé Jem, qui commençait à avoir les larmes aux yeux. Et je l'ai délicatement pris dans mes bras. Il s'est accroché à moi, confus et effrayé, mais je lui ai murmuré à l'oreille que tout irait bien. J'ai attrapé nos manteaux dans le placard du couloir, glissant ses bras dans sa petite doudoune, et j'ai pris mon sac à main. Personne n'a bougé pour m'arrêter. Personne n'a dit au revoir. En sortant par la porte d'entrée, l'air froid de novembre m'a frappé au visage. J'ai descendu les marches du Porsche, mes talons claquant sur le bois, jusqu'à la voiture que j'avais garée le long du trottoir. Jem était silencieux, serrant fort son petit camion. Je l'ai attaché dans son rehausseur, j'ai jeté un dernier regard à la maison, et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'étais pas triste. Pas vraiment. Je me sentais libre. Il ne le savait pas, mais tout le monde dans lequel il vivait était bâti sur l'argent que je gagnais. La maison, les voitures, même la nourriture sur la table. Tout venait de mon travail, de mon empire de 94 millions de dollars dont aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de s'informer. Pendant des années, je les avais laissés croire que j'étais un échec. Simplement parce que c'était plus facile. Mais maintenant, en m'éloignant de la seule famille que j'ai jamais connue, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Thanksgiving était censé être une fête de famille. Ce jour-là, j'ai appris qu'il s'agissait de trouver la force de partir quand la famille ne ressemble plus à un foyer. La vérité, c'est que ma famille ne m'a jamais vraiment connue. Même quand je vivais sous le même toit qu'eux ou que je leur rendais visite pour les fêtes et les anniversaires, je me sentais toujours comme une étrangère portant un nom d'emprunt. Je le voyais dans la façon dont ma mère me regardait quand je riais un peu trop fort ou que je racontais une anecdote sur mon travail. Je le voyais dans les questions forcées et maladroites de mon frère, toujours polie, jamais curieuse. Pour eux, j'étais juste la désordonnée, celle qui faisait des erreurs. La fille qui ne cadrait jamais tout à fait avec le moule de ce qu'une Turner était censée être. J'étais la femme qui rentrait à la maison avec un bébé mais sans mari. Celle qui avait trop d'idées et pas assez d'explications. Mais ce que ma famille ne réalisait pas, ou peut-être ne se souciait pas de réaliser, c'est que chaque email tard dans la nuit, chaque appel professionnel que je prenais à des heures indues, et tous ces voyages suspects à New York, Chicago et Los Angeles n'étaient pas des fuites face à mes responsabilités. C'étaient les pierres angulaires de quelque chose d'extraordinaire. J'avais appris très tôt à cacher mon ambition, à la dissimuler là où personne ne pouvait la critiquer ou y trouver des failles. Mon monde était silencieux de l'extérieur, mais à l'intérieur, il bourdonnait de plans secrets et d'une énergie sans fin. Tout a commencé il y a 5 ans. Dans un minuscule appartement glacial en périphérie de Denver. J'avais 29 ans, fraîchement célibataire, un bébé en route. Et juste assez d'argent sur mon compte pour payer le loyer pour 2 mois de plus. Un samedi pluvieux. Assise à ma table de cuisine avec un ordinateur portable d'occasion et un carnet plein de gribouillis, j'ai lancé ma première entreprise en ligne. Un marché numérique pour les artistes et designers américains indépendants. Je l'ai appelé Blue Harbor, d'après un endroit que j'avais un jour rêvé de voir. Et j'y ai investi tout ce que j'avais pour en faire une réalité. J'ai appris par moi-même la conception de sites web, j'ai rédigé des descriptions de produits tard dans la nuit. Et j'ai supplié les artistes locaux de me laisser représenter leur travail. La première année a été difficile. Certains jours, je gagnais à peine assez pour payer les couches et les courses. Je travaillais toute la nuit, les doigts raides sur le clavier pendant que Jem dormait dans un berceau près de mon bureau. J'ai appris à étirer chaque dollar.
à faire moi-même des choses pour lesquelles la plupart des gens auraient engagé quelqu'un. J'ai regardé des tutoriels sur YouTube sur le marketing, le service client et les impôts. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles. Mais l'échec ne me faisait pas peur. Retourner à mon ancienne vie, si. Lentement, les choses ont commencé à changer. Le mot s'est répandu. Un blog de style de vie populaire a parlé de Blue Arbor. Et soudain, les commandes ont afflué. J'ai réinvesti chaque centime que je gagnais, améliorant le site web, embauchant 2 assistantes à temps partiel et me diversifiant dans les articles de maison personnalisés. Très vite, je recevais des demandes de New York et de Los Angeles. De grands détaillants ont commencé à me contacter, me demandant si j'envisagerais des partenariats. Je négociais toujours avec acharnement, déterminé à garder le contrôle. Pour une fois, je faisais confiance à mon instinct. En l'espace de 3 ans, Blue Arbor n'était plus seulement un projet passion. C'était un véritable empire. J'ai signé des contrats avec des géants de la technologie en Amérique qui voulaient les droits exclusifs sur certaines de nos impressions d'art numérique pour leurs bureaux. Des marques de mode en Europe, notamment à Paris et à Londres, voulaient collaborer sur des collections capsules. Je prenais l'avion pour des réunions dans des gratte-ciel de verre et de vieilles maisons de ville européennes, prétendant toujours n'être qu'une pigiste, jamais la patronne. Ma valeur nette a grimpé en flèche jusqu'à ce que l'année dernière, elle atteigne 94 millions de dollars, entièrement en dollars américains. Parfois, je fixais le relevé bancaire, encore à moitié convaincu que c'était une erreur. Mais je n'ai jamais changé mon mode de vie en surface. J'ai gardé mon vieux SUV, je portais des jeans et des cardigans. Et je répondais toujours aux appels de ma mère comme si j'étais une jeune fille en pyjama. J'ai acheté la maison familiale de Charleston sans crédit pour que ma mère puisse cesser de s'inquiéter de l'hypothèque. Mais je l'ai fait discrètement, la laissant croire que c'était un bienfaiteur anonyme du groupe de prière de mon père. J'envoyais un chèque à Lucas chaque mois, assez pour payer ses prêts étudiants en droit et plus encore. Mais toujours par le biais d'une société écran, pour qu'il ne se pose jamais de questions. Même leur voyage à Paris, celui dont Lucas se vantait à chaque Noël, était payé par moi. Mon comptable s'occupait de tout, s'assurant que personne ne puisse jamais faire le lien. Avec le recul, j'aurais peut-être dû le leur dire. Peut-être que cela aurait changé la façon dont ils me voyaient. Mais la vérité est qu'aucun d'eux n'a jamais pris la peine de demander d'où venait l'argent. Ils supposaient simplement que la vieille pension de papa couvrait tout, ou que Lucas avait peut-être des amis à la banque. Je les laissais croire ce qu'ils voulaient. En partie par habitude. En partie parce que j'étais fatiguée d'être méprisée. C'est pourquoi, après ce Thanksgiving, quand je suis rentrée à mon appartement, mon vrai foyer, pas celui rempli de jugements et de secrets. Je me sentais plus en colère que triste. Jen dormait sur la banquette arrière, ses joues encore striées de larmes à cause du chaos. Je l'ai mis au lit. Puis je me suis assise devant mon ordinateur portable, les mains stables pour la première fois de la journée. J'ai ouvert mon tableau de bord financier, faisant défiler les dizaines de transactions qui soutenaient la vie de ma famille. Le paiement de l'hypothèque pour Charleston, les virements directs à Lucas, les factures d'eau et d'électricité et les assurances pour maman, les factures d'entretien de la voiture de papa. Leur monde entier était bâti sur mon travail, mes sacrifices. Et pourtant j'étais toujours leur plus grande déception. J'ai longuement fixé les chiffres, me remémorant chaque anniversaire que j'avais passé seul. Chaque dîner de fête où j'étais le dindon de la farce. Lentement, j'ai commencé à tout annuler. J'ai arrêté les paiements de l'hypothèque, désactivé les virements automatiques de Lucas et mis fin à l'allocation que maman recevait chaque mois. J'ai envoyé un email à mon avocate, lui demandant de révoquer l'accès au trust familial. J'ai appelé la banque et fait désactiver la carte de papa. Mes mains n'ont pas tremblé une seule fois. Au début, cela semblait froid, mais à mesure que je parcourais la liste, un nouveau sentiment grandissait en moi. Quelque chose comme la liberté. Pendant des années, j'avais été la bienfaitrice silencieuse. Le moteur invisible derrière leur vie. Mais j'ai réalisé qu'il était temps d'être visible, de vivre selon mes propres termes. Fini les passe-droits. Fini le silence. Quand j'ai eu terminé,
J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de mon salon calme et ensoleillé. Les chaussures de Jem étaient près de la porte, ses dessins collés sur le frigo. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place, ici même, dans la vie que je m'étais construite. Et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais la tête haute. Je ne me souviens pas de grand-chose du vol pour Honolulu, seulement que je l'ai réservé à la minute où j'ai fini de couper la source inépuisable d'argent et de soutien de ma famille. Je voulais un endroit où personne ne connaissait mon nom ou mon histoire. Un endroit où la seule chose que l'on attendait de moi était d'être là et de respirer. J'avais besoin de l'océan. J'avais besoin du soleil. Surtout, j'avais besoin de paix. La maison de plage m'attendait comme une vieille amie. Je l'avais achetée 2 ans plus tôt. Juste après que Blue Harbor ait vraiment décollé, disant à ma famille que c'était pour des voyages d'affaires et prétendant que c'était un modeste petit appartement près de l'aéroport. En réalité, c'était tout simplement à couper le souffle. Une maison moderne à la façade de verre, directement sur le sable. Avec de hautes fenêtres qui s'ouvraient sur le bleu infini du Pacifique et des planchers qui semblaient briller au soleil. Des palmiers bordaient la propriété. Leurs frondes se balançant doucement dans la brise marine. J'avais toujours rêvé d'une maison comme celle-ci, sereine, ouverte et entièrement à moi. Jem était somnole quand nous avons atterri. Sa petite tête dodelinant contre mon épaule pendant le trajet depuis l'aéroport. Mais quand nous sommes arrivés à la maison et qu'il a vu l'océan, il s'est illuminé. Maman. Il y a du sable juste devant la porte. S'est-il exclamé. Sa joie était contagieuse. Pendant un moment, je me suis contentée de le regarder. Laissant son excitation combler l'espace où se trouvait autrefois mon bonheur. Il a couru en cercle dans le salon, a ouvert toutes les portes et a finalement basculé sur la terrasse arrière, où la plage s'étendait devant nous comme une invitation. Le premier matin, nous nous sommes réveillés avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les vitres. J'ai préparé du café et j'ai regardé Jem, le nez collé à la fenêtre, fixant les vagues. « On peut aller dehors ?» a-t-il demandé, d'une voix petite mais pleine d'espoir. J'ai hoché la tête. Toujours en pyjama, et nous avons emporté notre petit déjeuner sur la terrasse. Je me suis enveloppée dans une couverture, mangeant des toasts pendant que Jem enfonçait ses orteils dans le sable et commençait à construire son tout premier château de sable. Personne n'était là pour me juger d'être en pyjama à 9h du matin, ou pour laisser mon fils se salir de sable avant le petit déjeuner. Il y avait juste le doux sifflement des vagues, la chaleur du soleil et le rire de Jem qui résonnait sur la plage déserte. Plus tard dans la journée, nous avons marché le long du rivage, ramassant des coquillages et des pierres lisses. Jem poursuivait les mouettes, poussant des cris de joie chaque fois qu'elles prenaient leur envol. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Je n'avais pas à jouer un rôle. Je n'avais pas à m'excuser. Je n'avais pas à me soucier des attentes de quiconque, sauf des miennes. De temps en temps, je me surprenais à sourire sans raison. Et ce sentiment était si étranger qu'il me faisait rire. La nuit, après que Jem se soit endormi, ses cheveux sentant encore le sel et le soleil, je m'asseyais sur le balcon avec un verre de vin. L'air était chargé du parfum de l'hibiscus et du frangipanier, et le chant infini de l'océan était un réconfort dont j'ignorais avoir besoin. Je regardais le soleil sombrer dans l'eau, peignant le ciel de violet et d'or, et je pensais à toutes les années que j'avais passées à vivre pour tout le monde sauf pour moi. Je pensais aux sacrifices que j'avais faits, aux nuits passées à travailler, aux moments manqués avec Jem, aux morceaux de moi que j'avais abandonnés pour maintenir la paix. Mais ici, dans cette maison, avec seulement les étoiles et l'océan pour me répondre, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais. Pas seulement la mère de Jem. Pas seulement le bouc émissaire de la famille ou la millionnaire secrète, mais une femme avec ses propres rêves et désirs. Je me suis remise à écrire des nouvelles et des poèmes qui vivaient dans ma tête depuis des années. Des rêves que j'avais mis de côté en construisant mon entreprise et en m'occupant de mon fils. Mon ordinateur portable est devenu mon nouveau compagnon après la tombée de la nuit, les mots jaillissant de moi comme de l'eau. Certains soirs, j'écrivais sur le chagrin d'amour. D'autres soirs, j'écrivais sur l'espoir. J'écrivais sur la fille que j'avais été et la femme que je devenais.
Au fil des jours, j'ai aussi commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais utiliser ma liberté pour aider les autres. Je revenais sans cesse à l'idée qui me hantait depuis la naissance de Jem. La conscience qu'il y avait des millions de femmes comme moi, luttant pour élever leurs enfants seules, se sentant honteuses et sans soutien. Je me souvenais de la solitude, de la peur, de la façon dont le monde semblait se liguer contre les mères célibataires. Je voulais faire quelque chose, n'importe quoi, pour améliorer la situation de quelqu'un d'autre. Alors, un après-midi, avec le son du rire de Jem flottant à travers la porte ouverte, je me suis assise et j'ai commencé à ébaucher un plan pour une œuvre de charité. Je l'ai appelé Arbor of Hope, le havre de l'espoir, un endroit où les mères célibataires pourraient trouver du soutien, des ressources et des encouragements sans jugement. J'ai décidé de commencer avec un fonds d'1 million de dollars, assez pour faire une réelle différence. J'ai fait des listes de programmes que je voulais lancer, des subventions d'urgence, une aide juridique, un soutien à la garde d'enfants, des bourses pour la formation continue. J'ai écrit des emails à des avocats et des conseillers financiers, demandant comment tout mettre en place correctement. Chaque décision me donnait un sentiment de puissance. Pour une fois, mon argent ne servait pas seulement à sauver des gens qui me prenaient pour acquise. Il construisait quelque chose de bien, quelque chose qui me survivrait. Plus je planifiais, plus j'étais excitée. Je pouvais imaginer des mères et des enfants qui ne connaîtraient jamais mon nom, mais qui auraient peut-être un peu plus d'espoir grâce à ce que j'avais fait. Jamie et moi nous sommes installés dans notre nouveau rythme. Les matins à la plage. Les après-midi à explorer l'île ou à lire ensemble sur le porche. Les soirées pleines de rires et de conversations faciles. La maison s'est remplie de lumière et de chaleur d'une manière que la maison de mon enfance n'avait jamais connue. Parfois, je m'arrêtais pour tout absorber. L'odeur de l'océan. La main de Jem dans la mienne. La certitude tranquille que, pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. La douleur de Thanksgiving persistait encore dans ma mémoire. Mais ici, avec le Pacifique s'étendant à l'infini devant moi, elle semblait lointaine. Les voix de ma famille s'estompaient avec chaque vague déferlante, remplacée par le son plus doux et plus vrai de ma propre voix. J'ai réalisé que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour me sentir entière. J'avais seulement besoin de ça, un petit garçon qui m'aimait, un but auquel je croyais, et le courage de vivre enfin pour moi-même. Il était tard dans l'après-midi quand mon téléphone a sonné. Le soleil était bas sur le Pacifique, peignant mon salon d'or et de mandarines. Jem était sur le porche, sa voix flottant à travers les portes ouvertes alors qu'il parlait au Golden Retriever des voisins, son rire pétillant dans l'air salé. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas répondre à l'appel. Le numéro affichait Charleston, Caroline du Sud, et j'ai su immédiatement que c'était ma mère. Une partie de moi voulait laisser sonner, s'accrocher au silence que j'avais si péniblement gagné. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure, alors j'ai décroché. La voix de ma mère était fluette et tremblante. Son accent du Sud s'épaississant comme il le faisait toujours quand elle était nerveuse ou contrariée. Madison, ma chérie, nous avons besoin d'aide. La banque a appelé. Ils disent que nous sommes en retard sur les paiements de la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ton père? Eh bien, il ne le prend pas bien. J'ai laissé ces mots glisser sur moi. Calme et imperturbable. Pendant des années, j'aurais paniqué à un tel appel, sentant qu'il était de mon devoir de les sauver, d'aplanir chaque problème avant qu'il ne devienne une crise. Mais maintenant, quelque chose en moi avait changé. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai regardé l'océan, respirant le calme que j'avais enfin trouvé. Maman, dis-je doucement. J'ai besoin que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes vraiment. Il y eut une pause. Elle a dû entendre la fermeté dans ma voix, l'absence de désespoir. J'ai tout payé. La maison, les factures. Même les voitures. Papa et toi ne l'avez jamais su. Mais pendant des années, c'est moi qui ai rendu tout cela possible. Je l'ai fait parce que je vous aime et parce que je voulais que vous soyez en sécurité. Mais après ce qui s'est passé à Thanksgiving, après ce que papa a dit, après que vous m'ayez tous fait sentir comme une source d'embarras, j'ai arrêté.
La vieille douleur dans ma poitrine a menacé de revenir, mais je me suis forcée à continuer. J'ai réalisé que je méritais mieux. Je mérite le respect, maman. Je ne laisserai personne me traiter comme un échec alors que j'ai bâti toute la sécurité de cette famille. Pendant un long moment, le seul son sur la ligne était sa respiration. Puis, très doucement, elle a commencé à pleurer. Pas bruyamment. Juste ces petits sanglots brisés dont je me souvenais de l'époque où elle avait perdu sa mère des années auparavant. Oh, Madison, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée. Nous ne savions pas. Je te jure que si j'avais su. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. C'est bien ça le problème, maman. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais voulu connaître mon histoire. Il s'agissait toujours de la façon dont je n'étais pas à la hauteur, de la façon dont je compliquais les choses. Même après tout ce que j'ai fait. Tous les sacrifices, ce n'était jamais assez pour que tu sois fière de moi. Ma voix a vacillé un instant, mais j'ai pris une profonde inspiration et l'ai affermie. Je te pardonne, maman. Mais les choses doivent changer. Je ne suis plus votre erreur à cacher. Je suis votre fille et je suis fière de ce que j'ai accompli. Elle a reniflé à l'autre bout du fil. Ses mots sortant en un flot précipité. Madison, s'il te plaît, laisse-nous arranger les choses. Rentre à la maison. Ton père, il le regrette. Je sais qu'il le regrette. Il est juste têtu. Tu sais comment il est. Et Lucas, eh bien, il dit qu'il n'a jamais voulu que tu partes comme ça. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté l'océan dehors. Pensant à toutes les années que j'avais passées à essayer de m'intégrer dans une famille qui ne m'avait jamais vue pour qui j'étais. L'ancienne Madison se serait précipitée pour pardonner? Pour oublier, pour effacer sa douleur afin de maintenir le confort de tous les autres. Mais je n'étais plus cette personne. J'avais trouvé ma paix, et je n'allais pas l'abandonner. Même pour des excuses en larmes. Maman, dis-je tranquillement, je t'aime. Je me soucierai toujours de toi, mais je ne peux pas revenir à ce qu'étaient les choses avant. Je ne peux pas prétendre que je n'ai pas de valeur juste parce que c'est plus facile pour tout le monde. Si papa et toi me voulez dans vos vies, ce devra être à des conditions différentes. Je ne serai pas votre honte secrète. Je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser dans ma propre famille. Elle est restée silencieuse, et pendant un instant, je me suis demandé si elle allait raccrocher. Mais ensuite, elle a dit, sa voix douce et brute, tu as raison, Madison. Tu as absolument raison. Je veux que tu sois heureuse. Je veux te connaître. La vraie toi. Je ne veux pas te perdre à nouveau. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était le genre de larmes que l'on pleure quand on réalise qu'on est enfin libre. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, regardant le ciel passer de l'or à l'indigo. J'ai pensé à tout ce qui m'avait amené ici. Les nuits passées à bâtir Blue Harbor à partir de rien, les années de dons silencieux, la douleur d'être incomprise et rejetée. Pendant si longtemps, j'avais mesuré ma valeur à ce que je pouvais faire pour les autres, à la petitesse que je pouvais atteindre, à l'invisibilité que je pouvais devenir. Mais maintenant, je voyais la vérité clairement. Ma valeur ne résidait pas dans ce que je donnais ou dans la tranquillité avec laquelle j'endurais. Ma valeur résidait dans la vie que j'avais bâtie, l'enfant que j'élevais. L'espoir que je transmettais à d'autres femmes qui en avaient le plus besoin. Au fil des jours, je suis restée en contact avec ma mère. Lentement, ma relation avec ma famille a commencé à changer. Ce ne fut pas facile. Mon père a envoyé une carte. Pas de grandes excuses. Juste une courte note. Tu nous manques. Nous sommes fiers, même si nous ne le disons pas. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Lucas a appelé une fois, maladroitement mais sincèrement, me demandant des nouvelles de Jamie et me parlant d'une nouvelle affaire au travail. Il n'y eut pas de grands gestes, pas de transformation soudaine, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il ne me voyait pas seulement comme l'erreur de la famille, mais comme la femme forte et capable que j'étais devenue. De retour à Honolulu, je me suis plongée dans ma nouvelle vie.
Jem et moi avons continué nos aventures sur la plage. Arbor of Hope a lancé son premier programme de subvention, et j'ai commencé à recevoir des emails de mères de toute l'Amérique, des femmes que je n'avais jamais rencontrées, me disant à quel point cela comptait pour elles que quelqu'un croie en elles. Mes journées étaient pleines, mon cœur enfin en paix. Parfois, dans les soirées calmes, quand Jem dormait et que le monde semblait retenir son souffle, je pensais à ce Thanksgiving et aux mots que j'avais prononcés en partant, d'accord. C'était un mot si simple. Mais il avait tout changé. Parfois, la liberté n'est qu'à un « d'accord » de distance. Une promesse que l'on se fait à soi-même de ne plus jamais vivre petitement pour le confort des autres. Et donc, je vis maintenant, non pas comme la déception de quelqu'un d'autre, mais comme mon moi fier, imparfait et extraordinaire, depuis ma maison de plage à Honolulu. Avec l'océan me murmurant que je suis suffisante. Et finalement, je le crois.